parce que la réalité, c'est que tu peux pas être bon partout. Il y a beaucoup de bullshit. Tout le monde se prend sous son meilleur jour. Tout le monde montre du faux. J'ai échoué, moi, pendant 10 ans. J'ai cru que je m'en sortirais jamais. Ce qui arrive, c'est les besogneux, c'est les disciplinés, c'est ceux qui ont souffert, puisque je me suis retrouvé à la rue quand j'étais assez jeune. Moi, c'est vrai que j'ai le rôle un peu du perturbateur, tu vois. Donc, les mecs aux US, ils lui disent t'es une merde, t'y arriveras jamais, et remercie-moi de t'avoir dit que t'étais une merde. Ma mission de vie étant philosophiquement supérieure. Donc, le Web3 pour moi, c'est le petit élément qui peut déclencher l'étincelle de la révolution, et c'est pour ça que ça fait aussi peur. Il y aura une sorte de deal avec les écoles où quand tu auras tes premiers salaires, automatiquement une partie de ton salaire dans le Web3 sera renvoyée à l'école. Autour de moi, j'ai vu beaucoup de gens gagner beaucoup d'argent et partir à Dubaï, et là bizarrement ils sont revenus en Charente-Maritime, quoi. Mais par contre, il faut vraiment que ceux que je garde, ils aient un potentiel de x200, x300 minimum, parce que bien acheter c'est une chose, mais vendre au bon moment c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, la meilleure période de l'humanité pour devenir riche en partant de rien. Alors bonjour à tous l'équipe, bonsoir. Du coup, ravi de vous retrouver ce soir pour un petit live un petit peu spécial. Alors Anthony, bienvenue. Après, je vais te laisser te présenter. Je suis entrepreneur, investisseur. J'ai fait des boîtes comme Feed, c'est de la nutrition. On faisait des repas complets au début dans des bars, dans des boissons. Après, on a tourné vers des produits protéinés, on va dire des snacking pour tous les moments de la journée. Après, j'ai fait Blast, qui est un club d'investissement où des particuliers, n'importe qui en gros peut investir à mes côtés dans les meilleures startups de l'écosystème à partir de 1 000 euros, ce qui était impossible avant parce que pour être business angel dans une startup, si t'as pas beaucoup de réseau et des gros tickets à investir, c'est impossible. Et donc l'idée c'était de démocratiser l'investissement. Et puis à titre perso, j'ai investi plusieurs millions dans 50 startups aujourd'hui, donc depuis 5 ans environ, avec des super retours. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir ce marché très élitiste parce que consanguin, très reproduction sociale, les VC, donc les investisseurs professionnels, les venture capitalistes, ont fait les mêmes écoles que les entrepreneurs, et donc il y a une sorte de non-mixité et de reproduction qui est assez terrible, et je pense que le peuple, de manière assez large, doit pouvoir participer à tout ça. Et je suis ravi évidemment d'être dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6, pareil, qui parle d'entrepreneuriat, qui parle de création d'entreprise et qui montre qu'aujourd'hui un entrepreneur, c'est pas un mec en costard cravate comme on avait à l'époque qui vire des gens à tour de bras, mais c'est plutôt quelqu'un qui va créer de la valeur, faire des recrutements, essayer d'innover, et c'est des gens comme vous, comme moi, et il y a de belles histoires qui sont racontées. Donc Qui veut être mon associé, j'ai créé un bouquin aussi qui s'appelle Forcez votre destin, avec pas mal de tips sur comment se lancer dans le business. Voilà, plein de petites activités connexes. En tout cas, l'idée c'est toujours de pouvoir pousser les gens à se dépasser et de remettre la méritocratie au cœur de la société. Top. Et du coup, alors maintenant, tout le monde te connaît. Alors maintenant, ça m'oblige du coup à revenir sur plusieurs points que j'estime être ultra intéressants. Donc le premier déjà, c'est un petit peu l'image que les gens ont de l'entrepreneur. Il faut savoir que cette image, un petit peu, elle est similaire à celle du trader, dans le sens où voilà, t'es un trader, ça veut dire que t'es un mec de Wall Street qui spécule sur les matières premières avec ton costard et qui s'en fout de l'être humain en général et qui est forcément un bâtard. Alors ça, c'est la première chose. Je pense que tu es aussi allé un petit peu vite sur quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que finalement, si tu as écrit un bouquin sur la motivation, c'est aussi parce que on va dire que tu as quand même une histoire inspirante. Alors, ce qui est un petit peu dérangeant actuellement, c'est que maintenant, dès qu'on a une histoire un petit peu atypique, on te fait la carte, ah ouais, tu l'utilises pour le marketing, et du coup, c'est chiant parce que ça décrédibilise un petit peu quelque chose que t'as accompli. On va voir un petit peu ta perspective sur le sujet. Raconte-nous un peu du coup tout ça. Oui, je pense que le storytelling, quand on le dit comme ça fait très très faux, alors qu'en réalité c'est plutôt la capacité à raconter une histoire de manière authentique, évidemment à but à la fin marketing, parce que tu racontes quelque chose pour créer de l'émotion, pour créer de l'empathie, pour que des gens aient envie de te rejoindre. Mais je suis intimement persuadé que si tu veux réussir, il faut être capable de créer une communauté autour de toi, ou à minima de l'engagement, de manière à ce que les gens aient envie de te rejoindre dans l'aventure, de te soutenir, de participer. Le peuple, dans le sens noble
du terme, en se regroupant, a beaucoup de pouvoir. Et clairement, je l'ai ressenti en racontant une histoire qui était pas forcément simple à aborder, puisque je viens d'une famille basique, on va dire, avec un père contrôleur de train, une mère vendeuse, un père qui était très violent, donc qui a laissé pas mal de stigmates, que ce soit à ma mère ou à moi, puisque je me suis retrouvé à la rue quand j'étais assez jeune, après leur divorce. Et du coup, j'ai été confronté très tôt à la réalité de la vie, on pourrait dire, même si c'est un peu pompeux. Et c'est aussi ce qui m'a permis quelque part, ces difficultés, ces souffrances, ces déceptions, d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, sans vouloir rentrer dans le discours un peu facile de ce qui ne te détruit pas te rend plus fort, etc., il y a quand même une part de vrai dans le sens où tu as toujours le choix de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et si tu es assez résilient, assez déterminé, passionné par ce que tu fais pour toujours te relever quasiment inlassablement, je pense que tu peux vraiment utiliser tes échecs comme des sources de motivation, de vengeance quasiment. Moi, je parle souvent de revanche, de vengeance, parce que on va dire que au grand jeu de la loterie de la vie, j'ai pas eu des cartes super initialement, mais malgré tout, cette haine que j'ai accumulée me permet aujourd'hui de faire ce que je fais et de vouloir faire de grandes choses. Concrètement, je le fais pas pour l'argent, même si je sais que c'est un levier très puissant et que je veux avoir 1 milliard d'euros, non pas pour dire je veux 1 milliard pour je sais pas acheter des Lamborghini, mais je veux 1 milliard pour montrer que c'est possible, que même en venant de tout en bas, tu peux faire vraiment un grand écart incroyable. Parce que des millionnaires, je vais pas dire que c'est facile et qu'il y en a plein, mais beaucoup de gens l'ont fait. Par contre, de pauvres à 1 milliard, t'en as pas des milliers, quoi. Donc je veux vraiment faire ce bridge-là et réussir à inspirer des jeunes qui, comme moi, ont une situation difficile. Et je pense que c'est en le racontant, en parlant, que tu arrives à créer autour de toi une sorte d'armée de soldats qui sont prêts à t'accompagner dans cette révolution, en sachant que l'argent n'est pas vraiment une finalité, mais plutôt une conséquence. Ma mission de vie étant philosophiquement supérieure à accumuler, tu vois, des euros, mais plutôt faire en sorte que l'humain puisse avoir envie de rêver et qu'en une génération, il soit possible de faire de belles choses. Donc, pour répondre à ta question, pas toujours facile de raconter son histoire, mais ça me semble nécessaire à partir du moment où c'est authentique, où c'est vrai et où tu peux avoir un impact positif sur les gens autour de toi. Clairement. Écoute, il y a plein de choses qui m'intéressent énormément, en fait, tout simplement parce que dans ton discours, je retrouve énormément de principes que j'ai aussi. Peu importe ce qu'on a eu comme échec, peu importe ce qu'on a comme background, peu importe d'où on vient, la capacité de réussir est en nous et en chacun de nous. Alors évidemment, si t'as pas de toit, t'as pas de quoi te nourrir, t'as pas de... C'est sûr que c'est un peu plus hypothétique. Mais si quelqu'un nous regarde sur YouTube, si quelqu'un a un iPhone, si quelqu'un a Internet de nos jours, il peut s'éduquer. C'est vrai que la seule chose, on se retrouve maintenant confronté aussi à énormément d'escrocs, entre guillemets, des gens qui vendent du rêve. Alors du coup, il faut se hisser, se glisser à l'intérieur des vendeurs de rêves. Mais en tout cas, j'aime énormément en fait cette façon que tu as de penser, qu'il faut élever les consciences. Tu veux devenir milliardaire, donc ça c'est assez beau. C'est vrai que de SDF à millionnaire c'est cool, mais de SDF à milliardaire ça c'est du titre. C'est beau, c'est ambitieux et ce qui me plaît aussi, c'est le fait que finalement la finalité même c'est pas l'argent. Parce que de toute façon, c'est comme pour un trader ou un investisseur. Je reprends encore un exemple sur moi. Mais il n'y a pas de gros traders qui sont là uniquement pour les Ferrari. En fait, c'est généralement un gros trader, un gros investisseur. C'est parce que il a cette faim en lui d'aller loin. Mais la finalité première n'est pas l'argent parce que sinon, on est forcément émotionnellement attaché à l'argent. Et du coup, forcément, on fait des erreurs qui sont liées aux émotions. Voilà, impressionnant le challenge milliardaire. Donc du coup, maintenant, la deuxième question, c'est ton parcours d'investisseur. Parce que évidemment, ici, on est tous investisseurs, donc tu le sais peut-être, hein, on est plus spécialisé en crypto, mais évidemment, on est ouvert à tout. Je suis assez curieux, du coup, de connaître ton parcours d'investisseur et deux, de connaître un petit peu, du coup, ta relation avec la crypto, le Bitcoin, ce que t'en as, ce que t'en as pas, tout ça, ça m'intéresse. Yes, tu l'as très bien dit. Je pense qu'un bon investisseur, il est capable de se diversifier. Je suis quand même pas, moi, et je suis sûr que t'es pareil, tu vois, dans l'argument
l'argument un peu classique de il faut être dans 50 trucs différents pour avoir zéro risque, parce que la réalité c'est que tu peux pas être bon partout. Et donc si tu essaies de faire un peu d'immobilier, un peu de SCPI, un peu d'assurance vie, un peu de bourse, un peu de crypto, un peu de start-up, en fait t'es mauvais partout. Donc moi j'essaie vraiment de me dire je suis à 50-60% sur le truc que je maîtrise le mieux, en l'occurrence les startups, donc c'est là que je déploie un maximum, et après je vais prendre un peu moins de risques et aller chercher vraiment de la sécurité dans d'autres assets, dans d'autres verticales. Donc j'ai commencé très tôt moi en faisant de l'IMO, mais de l'achat-revente, c'est-à-dire que j'étais tout petit, j'avais zéro capital, donc ce que je faisais c'est que je vendais, au début j'ai commencé en vendant des calculettes que je réparais, des TI 89+, parce que j'étais dans des filiales scientifiques, etc., avec dans des lycées un peu de riches, de bourgeois comme je dis. Donc ils avaient les moyens, je leur mettais des programmes pour tricher pendant les contrôles, etc. Après j'ai réparé des scooters, je vendais des scooters, puis après j'ai réparé les voitures, je vendais des voitures. À un moment j'en importais d'Allemagne et je les revendais en France. Bref, ça a grossi comme ça, et j'ai créé des mini club deals avec des potes à moi qui avaient des moyens, qui étaient suivis par les banques, même quand ils étaient en fac de droit, parce que leurs parents étaient des bons clients. Et donc eux ne faisaient rien, on faisait des cas deals à 4 ou 5, ils faisaient simplement le levier bancaire classique, et nous avec nos potes un peu les pauvres, on retapait les appartes, mais c'était des mini appartes en banlieue bordelaise, c'était des trucs, ça coûtait 50 000 balles en 3e ou 4e couronne, et on arrivait comme ça à faire des petites plus-values, achats, reventes. Parfois on faisait un mauvais coup, on reperdait tout, mais on s'est vraiment formé sur le tas. Je pense vraiment que les études d'ailleurs vont être amenées à évoluer, et donc j'investis beaucoup dans ce qu'on appelle le Ed Tech, l'éducation tech, pour réinventer un petit peu le système scolaire, parce que passer 12 ans à l'école, ça me paraît beaucoup trop long. Moi, je crois beaucoup plus dans les formations très intenses, très pratiques, avec des exemples concrets où tu es immergé, un peu en mode école 42, etc. Tout ça va être réinventé, je pense, à base de Web3 notamment, parce que bon, j'adore la techno, on en parlera tout à l'heure, j'adore le sous-jacent, je suis pas fan de tout ce qui est NFT, community, ces trucs-là, mais pour le coup, la tech en tant que telle et ce qu'elle apporte est incroyable. J'ai investi dans plein de dossiers Web3, mais avec d'un côté tool, quoi, le côté outil, plus que hype, FOMO qu'on peut créer, et je pense que l'éducation, le Web3 va s'en occuper, dans le sens où les écoles seront à mon avis gratuites bientôt pour la plupart, et par contre tu auras une sorte de deal avec les écoles où quand tu auras tes premiers salaires, automatiquement une partie de ton salaire dans le Web3 sera renvoyée à l'école. Enfin, tu vois, il y a plein comme ça de techno qu'on est en train de creuser avec des potes, ou dans des startups avec lesquelles on est un peu en mode startup studio. Bref, tout ça va évoluer. Et puis après, donc une fois que j'ai fait de l'IMO, j'ai investi dans plein de trucs. J'ai fait des boîtes de nuit, j'ai investi dans de l'immobilier à l'étranger, j'ai fait du trading, c'était à l'époque des biotech. Donc je me suis cogné toutes les Genfit, Adosia, Erytech, tous ces trucs de l'époque qui explosaient. Et puis j'ai fait aussi la fin de période où ça s'est crashé complètement, où les Genfit étaient à 70 €, devaient passer la phase 2B, puis finalement la passaient pas, et donc ça retombait à 5 € sans liquidité le lendemain matin. Enfin, l'histoire se répète, hein. L'histoire se répète différemment, mais elle se répète. Inlassablement, ça sont toutes des cycliques, et je trouve que c'est intéressant dans le sens où, avec l'information et ce que tu fais par exemple toi avec ta communauté, il y a beaucoup de gens qui se plaignent en disant nous on n'a pas connu l'immobilier à l'époque, le pétrole, la grande saison du trading, etc. La réalité, je pense que c'est aujourd'hui la meilleure période de l'humanité pour devenir riche en partant de rien. Pourquoi ? Parce que tu as accès à énormément d'informations gratuitement sur Internet, tu peux suivre des communautés, tu peux te former, tu veux créer un Shopify et vendre des produits, tu peux le faire avec un template à 50 € et vendre dès demain les produits que tu as envie de vendre une fois que tu t'es créé une communauté, donc tu n'as même pas besoin de dépenser de l'argent en marketing si tu as su créer du content de qualité. Tu veux devenir trader, aujourd'hui tu as tous les outils en ligne pour le faire, alors qu'à l'époque c'était impossible si t'étais pas dans une grande banque. Bref, aujourd'hui tout est quand même beaucoup plus accessible. Alors il y a des limites à tout ça, mais franchement je suis un grand défenseur. Tu sais, on dit toujours c'était mieux avant. Rien du tout. Avant tu devais créer une société, il te fallait 50 000 francs de capital social, il te fallait 12 garants. Si tu plantais une boîte, toutes les banques te fermaient les portes. Enfin, c'était un monde beaucoup plus compliqué. Et du coup, je pense qu'on a zéro excuse. De manière générale, c'est, je pense, la meilleure solution de toujours se dire j'ai pas d'excuse,
Si je veux y arriver, je peux y arriver. Tu l'as dit tout à l'heure. Si tu veux vraiment avoir un impact sur ta famille, sur tes amis et pouvoir changer leur vie, c'est pas en faisant du cinéma et en allant prendre des cafés avec eux pour écouter leurs conneries ou qu'ils te racontent comment ils ont trouvé Avatar, machin. Moi, j'en ai rien à foutre de comment t'as trouvé Avatar. Moi, quand je vois des potes, c'est pour parler de business, c'est pour avoir des bons plans qui m'expliquent comment ils réfléchissent parce que je suis obsédé par mon objectif. Et encore une fois, aujourd'hui, je parle de business, mais ça peut aller sur tous les sujets. Il n'y a pas de bonne mission ou de bonne promesse de vie. Quelqu'un qui a envie de voyager, de faire le tour du monde et de visiter tous les pays, je trouve ça trop cool. Quelqu'un qui dit moi je veux nettoyer l'océan et il est obsédé par nettoyer l'océan, trop cool aussi. Un mec qui veut faire du foot, l'autre il veut faire de la flûte, l'autre. Mais ce qu'il faut, c'est avoir des rêves et se donner le maximum de possibilités de les atteindre. Je trouve qu'il y a vraiment rien de plus triste. Tu sais, quand tu vas dans le métro, tu vois la tronche des gens, tu vois qu'ils sont dépités, ils ont une vie qui leur impose le quotidien, ils vont travailler dans un job ou une société qui déteste. Waouh, franchement, il faut se réveiller, il faut donner un coup de boost et je pense que des sujets comme ceux que tu abordes avec l'indépendance financière, la manière de gagner de l'argent différemment, c'est aussi ce que je fais quelque part avec Blast en permettant à des gens, tu vois, de rentrer dans des super dossiers auxquels ils pourraient pas avoir accès. Ouais, c'est une nouvelle manière de travailler et ça fait chier les anciens la plupart du temps, même s'il y a aussi des anciens qui pensent intelligemment parce que on le voit dans Blast, il y a vraiment toutes les classes d'âge. La réalité, c'est que à l'époque, on se foutait de la gueule des gamers qui jouent aux jeux vidéo. Aujourd'hui, les mecs sont millionnaires parce qu'ils Twitch toute la journée, quoi. Et tout ça est en train de changer et je trouve ça génial que la jeunesse soit au cœur de ces mouvements avec le remote, avec les nouvelles manières de gagner de l'oseille. Donc, je trouve ça très cool. Ouais. Du coup, là, tu m'obliges à rebondir sur tellement de choses. C'est difficile de garder le fil. T'as dit tellement de choses intéressantes en si peu de temps. Alors, au sujet de la formation, école, etc., moi, je peux que te rejoindre sur ce que t'as dit. Alors, certainement, par rapport à mon parcours scolaire qui a pas été très bon, j'ai fait 8 lycées, 8 écoles au total, des internats, j'en pouvais plus. Et non pas forcément parce que j'étais pas intéressé, mais parce que l'école n'a pas réussi à m'intéresser. Par exemple, je le vois aujourd'hui, bon, j'ai 31 ans, j'adore lire, j'adore apprendre des nouvelles choses, j'adore... mon cerveau est une éponge et demande qu'à apprendre de nouvelles choses. Et c'est vrai que par exemple avec l'école, j'en pouvais plus, quoi. J'avais cette angoisse de me dire voilà, j'ai 8 heures à faire, on termine à 18 heures, machin et tout. Et je pense que c'était déjà pas facile à concevoir à mon âge. Alors je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, ça doit être encore plus difficile. Alors il y a aussi pas mal d'aspects en fait, parce que t'as parlé des jeunes, etc. Et ça m'intéresse parce que moi c'est vrai que j'ai un peu peur quand je vois par exemple même mon neveu qui a 9 ans, ce qu'il regarde sur Insta, sur ce genre de choses, et cette nouvelle perspective qu'on a du monde, de voir finalement, comme tu dis, un mec sur Twitch qui fait des millions d'euros en jouant aux jeux vidéo, et toi en tant que jeune tu vois ça, je pense que c'est pas facile réellement de percevoir à quel point c'est dur de gagner de l'argent, à quel point c'est dur de faire son argent. Et quand on voit sur Insta tous ces gens beaux, tous ces gens riches, moi c'est vrai que c'était les gens autour de moi qui ont souvent été très aisés, qui m'ont poussé du coup à me dire waouh, faut que j'aille plus loin. Mais en fait maintenant c'est omniprésent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que peu importe dans quel milieu on est, où on voit ça. Et du coup soit ça sert à nous motiver, ou soit finalement ça nous empêche de voir la réalité. Et je pense qu'après on peut mettre du temps à se réveiller avant de réellement voir tout ça, quoi. Ouais, t'as raison, c'est une génération qui est difficile, parce que les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui sont générées, il y a beaucoup de bullshit, tout le monde se prend sous son meilleur jour, tout le monde montre du faux, tu vois des mecs à 18 ans qui roulent en Lamborghini, qui vont te faire croire que c'est facile, donc ça peut complètement détériorer ta perception de la normalité. C'est extrêmement difficile de gagner de l'argent, tu l'as dit, quand tout à l'heure je disais que c'était possible et que c'était la période la plus simple pour le faire, c'est vrai, mais faut pas croire que c'est une promenade de santé. J'ai échoué moi pendant 10 ans, j'ai cru que je m'en sortirais jamais. À chaque fois que je commençais à bien monter, boum, je redescendais, c'était terrible. Mais pour autant, ceux qui sont intelligents et qui ont envie de s'en sortir, les réseaux sociaux peuvent aussi être une fenêtre sur le monde et montrer que c'est possible. C'est-à-dire que moi, je suis de la banlieue bordelaise de Pessac, pour être précis, Cap-de-Bosse. Enfin, là-bas, moi, personne n'est millionnaire. Tu parlais de 1 million, tu sais, les gens te regardaient en disant mais tu comprends pas, c'est impossible d'y arriver. Et c'était quasiment ma classe sociale, donc on va dire les pauvres, mon entourage, mes parents qui me reprochaient de vouloir faire de belles choses. Depuis
tout petit, j'ai toujours eu envie, je sais pas pourquoi, j'avais cette attirance, tu vois, pour faire des trucs que je kiffais. J'adorais regarder les Porsche 911 sur turbo, je voyais ces belles voitures, ces beaux trucs. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré par les belles choses. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai les moyens de m'acheter à peu près ce que je veux, mais je vis super simplement, tu vois. Je mets quasiment jamais de montre, je suis en t-shirt, j'ai même pas de caisse, je vis hyper simplement. Mais j'aime le luxe et j'aime pouvoir me payer de belles choses et j'aime surtout le fait de pouvoir le faire, même si je le fais pas. Tu vois, c'est un peu de toute façon tous mes potes très riches autour de moi. Au final, plus ils sont riches, plus ils s'habillent simplement et plus ils s'en foutent, tu vois, du regard des autres, bizarrement. Parce que tu as pris confiance en toi et tu te dis, j'ai plus besoin de le montrer. Donc vraiment, je pense qu'il faut être capable de remettre en question ces modes de consommation et se dire, je vais capitaliser sur des investissements qui, sur le long terme, vont changer ma vie et qui vont vraiment me faire passer un step. Plutôt que, tu vois, avoir des t-shirts Dior, des ci, des là. Combien de fois je vois des gens, tu vois, dans mes boîtes, que je paye et donc je sais combien je les paye, qui s'achètent des trucs beaucoup trop chers, tu vois. Qui s'achètent des chaussures Dior, des trucs Fendi, des machins. C'est illogique, tu vois. Et parce qu'en fait, on veut trop impressionner les autres et ça, je pense que ça vient des réseaux sociaux. La réalité, c'est que quand t'es heureux, épanoui et aligné, t'as pas besoin d'en foutre plein la vue. Et vraiment, la chose à faire le plus tôt possible, et si vous l'avez pas fait, je vous invite à le faire, c'est se poser seul avec soi-même et se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me passionne, où est-ce que je suis fort. On a tous des compétences. Je pense pas que ceux qui arrivent ce soient des génies. Au contraire, ceux qui ont trop de talent, qui sont trop doués, ils abandonnent parce que ils ont pas la résilience nécessaire. Ceux qui arrivent, c'est les besogneux, c'est les disciplinés, c'est ceux qui ont souffert pour y arriver. Tu as parlé de Web 3, je pense que ça intéresse tout le monde parmi nous. J'ai trouvé ça très intéressant ce que tu as parlé sur les études, sur le fait que potentiellement les nouvelles écoles vont permettre de le faire gratuit avec une rétribution plus tard. C'est un concept que j'ai pas encore entendu. Et au plaisir un petit peu d'écouter un petit peu toutes tes infrastructures. Moi, je pense que dans le Web 3, ce qui est indispensable, à mon avis, en tout cas moi en termes d'infrastructure et en termes de ce que je connais, ça va être un petit peu ce que tu as envie de faire avec Blast, mais entre guillemets, de permettre de facilement ou simplement, parce que facilement et simplement c'est pas la même chose, voilà, d'avoir le nez dans ces investissements, d'avoir le nez dans voilà, j'investis ça, machin, et en fait un petit peu couper l'intermédiaire banquier qui actuellement dérange et qui tôt ou tard voilà, va perdre en intérêt. Je pense que c'est déjà le cas, je pense que ça va être de plus en plus le cas. Alors évidemment on aura toujours besoin de la fiat, ça c'est un peu utopique de dire qu'on n'en aura pas besoin, mais c'est inévitable en fait, cet accès à l'investissement. Il y a plus personne aujourd'hui qui va se dire voilà, il y a mon voisin, il fait 30% de rendement, ou 10% pour aller un truc un petit peu plus accessible. Voilà, pourquoi moi je peux pas le faire? Et je pense que ça maintenant c'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs. Alors je pense que dans le web 3.0 vraiment l'aspect infrastructure est clé. Je sais pas ce que t'en penses du coup. Ouais, je suis d'accord, la finance décentralisée, l'accès à l'investissement, un peu des launchpads web 3, je me suis beaucoup amusé à suivre, à investir dans tous ces sujets, dans les play to earn et compagnie. C'est ce qu'on avait en tête quand on a lancé Blast. On l'a complètement mis sur la blockchain à la base et on a réalisé que en réalité notre base de consommateurs était pas prêt, tu vois, à se créer des MetaMask, etc. Mais le principe même de Blast était basé sur du NFT et le NFT te donnait une sorte de membership d'accès au club et tu pouvais investir dans les deals. Donc on a vraiment fait en mode décentralisé comme si c'était sur du Web3, mais bon, ça l'est pas vraiment. Mais à terme, je sais qu'on va switcher et dans tous les cas, on avait déjà développé le site pour le faire. Donc vraiment, l'idée de base, c'était ça. L'objectif, c'est que au lieu de passer par ta banque qui est complètement évidemment incentivée sur les produits qu'elle te vend, et donc quand elle te dit faut aller dans cette SCPI, c'est parce qu'elle se prend des rétrocoms de port, t'es même pas au courant. Tout ça, c'est terminé. Je pense que les gens ont besoin d'avoir des aspects de confiance et que de plus en plus de key opinion leaders, donc c'est des sortes d'influenceurs, mais plus, tu vois, pas des influenceurs cheap, des key opinion leaders, des mecs qui sont légitimes, ou des nanas qui maîtrisent leur sujet,
vont pouvoir conseiller ou en tout cas indiquer dans quoi ils rentrent. Et typiquement, c'est ce que je fais. Moi, tu vois, je suis pas du tout conseiller en investissement financier. Je dis juste, je rentre dans ces startups, moi, je mets mon oseille, qui même me suivent. Et j'explique pourquoi. C'est-à-dire que je fais une note d'investissement, j'ai déjà fait les audits, j'ai déjà fait les due deals, j'ai fait les négociations juridiques pour avoir la meilleure valorisation et que tout le monde ait le même pacte actionnaire que moi. J'ai une team de 15 personnes qui s'occupent de tout au quotidien et quelqu'un qui est pas du tout expert dans les startups peut arriver en sachant qu'il a la meilleure valo possible, que tout est baqué juridiquement, qu'il y a 5 avocats qui ont bossé dessus. Et ça, je pense vraiment que c'est l'avenir. Et typiquement, ça peut fonctionner dans l'immobilier, ça peut fonctionner dans les startups, ça peut fonctionner dans le trading, ça peut fonctionner dans plein de choses. Et je trouve génial cette décentralisation. Moi, encore une fois, je suis vraiment du côté du peuple et je pense qu'il va reprendre le pouvoir. Donc le Web3, pour moi, c'est le petit élément qui peut déclencher l'étincelle de la révolution et c'est pour ça que ça fait aussi peur. Moi, j'ai investi dans pas mal de boîtes Web3. Je me suis amusé, alors j'ai acheté plein de trucs de NFT, de packs, de ci, de là, j'ai fait tous les clichés pour regarder un peu comment ça fonctionnait, mais c'était plus pour creuser vraiment les business models, les tokenomics, tous ces trucs-là, ça m'intéressait. Et puis après, j'ai investi dans des boîtes comme Starton, par exemple. Starton, c'est une sorte de Shopify pour que les devs Web 2 puissent faire du Web 3 facilement en allant taper dans des librairies de smart contracts qui sont déjà sécurisées, faciles à déployer. En gros, en quelques clics, tu peux faire ton site Web 3. Ça, je trouve ça génial. J'ai investi dans Arcania, pareil, qui bosse avec des grosses marques et leur permet de faire des loyalty programmes à base de NFT. J'ai fait des play to earn en mode Mecha Chain. J'ai fait des trucs avec Lito où tu as des œuvres d'art qui sont à la fois physiques mais reliées dans des métaverses. Enfin, j'ai fait plein de trucs comme ça que je trouve passionnants. Wipeovers aussi et Queen où c'est des paris en ligne un peu à la Z-Run pour ceux qui connaissent. Bref, il y a vraiment des sujets que je trouve passionnants et je pense que le côté smart contract, NFT peut vraiment modifier le droit de la propriété tel qu'on le connaît aujourd'hui, le droit de tout ce qui va être supply chain, tout ce qui va être suivi, droit d'auteur et je pense qu'on est au tout début et je trouve ça très sain qu'il y ait ce winter là assez sévère parce qu'en fait ça te nettoie tous les projets pourris où les gens te disaient tu vas être millionnaire si t'achètes un singe, un hibou, un je sais pas quoi. Bon, tu vois, ça c'est chiant. En fait, moi limite, pour dire la vérité, j'étais énervé. C'est-à-dire que j'étais énervé que des gens s'enrichissent sans aucun talent. C'est-à-dire que t'avais un Gus qui était à moitié teubé, il achetait un truc, il avait un coup de cul, il faisait fois 20 000. Non, c'est pas possible. Ça peut pas marcher. On peut pas laisser des teubés avec autant d'argent, tu vois, c'est pas normal. Tu ne peux pas. Donc, à un moment, il fallait que ça se régule, et il fallait qu'il y ait un retour aux fondamentaux qui sont un peu plus lourds. Et autour de moi, j'ai vu beaucoup de gens gagner beaucoup d'argent et partir à Dubaï. Et là, bizarrement, ils sont revenus en Charente-Maritime, quoi. Donc, tu vois, c'est cool aussi de voir que ça bouge. Du coup, ça m'oblige à répondre et sur pas mal de choses. Moi, ce qui m'intéresse du coup maintenant, c'est une question à mon avis qui va plaire énormément à la communauté. C'est comment tu gères tes sorties, parce que investir dans des trucs sympas, faire une petite plus-value ou faire des PV, je pense qu'on en a tous fait ici. On a tous acheté même des cryptos, ça se trouve qui servaient à rien, mais on s'est retrouvé avec un x1000. Mais alors du coup, comment tu gères tes sorties, comment tu gères les pertes aussi, parce que j'imagine qu'en investissant en plein de choses, il y a des choses qui coulent. Donc c'est quoi un peu la méthode? Les startups, ça se rapproche pas mal des cryptos, je pense, dans le sens où tu peux pas t'attendre à avoir 100% de perf positive. C'est pas comme dans l'immobilier où tu achètes des appartements, tu sais qu'ils vont tous avoir un rendement. Donc même si on a un qui crame, il y aura des assurances qui vont te rembourser. Dans les startups, il va y avoir de la casse. Donc le but, c'est pas de te dire je vais réussir à vendre 100% de mes startups, mais c'est plutôt de te dire j'investis dans 10, il y en a 5 qui vont mourir. Il y en a 3 qui vont marchoter, on va faire des petits multiples à x3, x4, et il y en a 2 qui vont devenir des licornes où je vais faire x200. Donc le but, c'est que le multiple global, évidemment, soit positif. Et moi, j'ai une technique qui est très claire dans ma tête, c'est que je dois faire tourner mon argent. Il y a beaucoup trop de gens qui, dans l'écosystème startup, se disent « Ouais, il y a une liquidité au bout de 8-9 ans, faut être patient. » Non, moi, je veux créer ma propre liquidité. Donc, j'investis toujours très tôt, ce qu'on appelle du early stage en startup, c'est du pré-seed ou du seed. Donc c'est vraiment le premier tour de table
entre 500 000 euros de levée et 1,5 million, avec des valos qui tournent autour de 2 millions et 5 millions, on va dire. Et donc là, tu peux prendre un gros pourcentage de la boîte. Et 2 tours de table après, là, je sors. Je me débrouille pour sortir. Comment je fais? Je vais faire rentrer de nouveaux investisseurs et je vais leur dire, je te donne une bonne boîte, je te fais une bonne négo. Par contre, moi, tu dois me cash out. Cash out, ça veut dire qu'au cours de la levée de fonds, il va me racheter mes parts. Je suis prêt à lui donner un discount sur la valo de manière à ce que sa moyenne à la baisse son prix de revient. Mais par contre, je dois sortir. Donc, j'essaie au maximum de faire tourner mon argent. Je vais pas chercher des multiples de martiens sur la plupart des dossiers. Je cherchais, dès que je suis à x7, x10, je sors en général. Et je vais ne garder que les top tiers A dossiers où là, je sais que je peux faire un multiple de fou. Et donc, ceux-là, j'y bouge pas. Je les laisse tourner. Mais par contre, il faut vraiment que ceux que je garde, ils aient un potentiel de x200, x300 minimum. Tu vois, si c'est pour faire en gros, si je me dis, ouais, je peux faire x20, mais que je suis à x10, je vends immédiatement. La question que je me pose quand je fais mon multiple, admettons, j'ai fait x10, je me dis, est-ce que j'investirai de l'argent à cette valorisation aujourd'hui? Et la plupart du temps, la réponse est non, parce que j'ai déjà fait mon multiple, donc je sors. Donc vraiment, je pense qu'il faut pas attendre que les arbres montent jusqu'au ciel, parce que tu vois, j'ai perdu pas mal d'argent à l'époque où je tradais justement sur Genfit et compagnie, où tout le monde sur les forums Boursorama te disait ah ouais ça va être un truc de ouf, et il te faisait des projections à la con, et puis au final tout le monde se faisait rincer, et donc je gagnais beaucoup, puis après je reperdais tout et machin. Enfin, c'était hyper intéressant parce que j'apprenais, je m'étais pas du tout formé, et je me suis formé sur le tas, et en fait j'ai appris que ne pas trader ou ne pas acheter ou ne pas vendre, c'est aussi trader. Et donc il faut vraiment être capable de savoir bien vendre, parce que bien acheter c'est une chose, mais vendre au bon moment c'est extrêmement difficile, et trop souvent les gens ont peur de louper une super hausse. Donc moi je me fixe des objectifs à l'avance, je me dis cette boîte, franchement si je fais x10 avec, c'est propre, je suis très content. Et quand vraiment j'ai une pépite et que je me dis cette boîte ça peut être un carton, ok je la garde, mais je suis toujours en PRU 0. C'est-à-dire que prix de revient unitaire 0, c'est-à-dire que admettons j'ai investi 5 millions en startup, je dois avoir récupéré au moins 5 millions en startup. C'est-à-dire que je laisse tourner mes plus-values. Et les startups, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, en 5 ans, j'ai investi dans 50 boîtes, j'en ai sorti à peu près 20% là. Et en ayant sorti que 20%, je suis déjà en multiple par rapport à ce que j'ai mis. Donc je sais que je suis safe. Je peux continuer à bombarder. Et c'est pour ça que là, sur Blast, j'investis comme un chien, parce que à chaque fois que je propose un dossier sur Blast, ça veut dire que je mets mon argent. Et on en fait 3 ou 4 par mois. Donc autant te dire que, tu vois, ça dispatche énervé. Mais je sais que je suis large. Et quand je commencerai à voir que, attention, mon PRU, il commence à être à 0, bon ben là je lèverai le pied. Super intéressant. L'adrénaline qu'on a quand on a un roller coaster, un gagnant qui arrive, qui part en fusée, fait que derrière, en fait, très rapidement, en fait, on oublie la réalité. C'est-à-dire que vraiment, la question que tu te poses, que j'ai trouvé assez intéressante, c'est de se dire, est-ce que maintenant que ça a fait x10, je serais prêt à mettre de l'argent? L'erreur classique d'un débutant ou même de quelqu'un de confirmé, c'est sous adrénaline. Il voit que son argent il gonfle, il voit que son argent a fait x2, x3, ah bah je remets de l'argent. Et malheureusement, c'est ce qui rend le jeu de l'investissement complexe. Moi, il y a beaucoup, je me pose souvent la question sur l'utilité. Combien de personnes en plus peuvent utiliser ça? Est-ce que réellement le produit a une plus-value? Et finalement, alors là, une autre question, c'est qu'est-ce qui te fait dire que celle-là, c'est la bonne? Parce que tu dis, voilà, si je pense qu'il y a encore du potentiel, c'est vrai que sous le coup du jus, on peut se dire qu'il y a du potentiel, et après, finalement, le potentiel, il peut rapidement s'effacer, ou il peut rapidement ne plus être le cas. Donc c'est quoi tes petits critères du coup? En startup, c'est un peu plus facile qu'en crypto en vrai, parce que tu vois, moi typiquement j'étais investisseur chez PocMe, c'était Rareporn pour ceux qui connaissent, c'était la première plateforme de porno avec du NFT, etc., où les créateurs de contenu, en fait, ils étaient en direct, donc tu vois, c'est eux qui touchaient les dividendes via leur NFT en fonction du nombre de lectures, de partages, de ci, de là. Et c'est très dur de valoriser ce genre d'assets, parce que typiquement parfois ça partait en flèche, on était rentré, nous je me souviens, à 0.004, et donc le jour de l'ICO, le truc, on avait déjà fait des multiples de fou, mais déjà il y avait pas assez de liquidité, parce qu'on était tous on avait tous gagné 5-6 millions tu vois en 2 jours, et on pouvait pas les sortir, en vrai il y avait pas de liquidity, et au final comment savoir le bon moment, le bon ci, le bon ça? Alors en plus on était vesté, truc muche évidemment, mais donc en startup, moi ce que je fais
pour répondre à ta question, c'est je regarde les chiffres. C'est-à-dire que au début, il y a une grosse part d'intuition. Quand tu es en précis cible, le mec a pas de chiffres ou la nana a pas de chiffres. Donc globalement, tu regardes sa capacité d'évolution, sa capacité d'apprentissage. Est-ce qu'il a de l'ego, mais pas trop? Est-ce qu'il a de la vision? Est-ce qu'il te semble chaud, tu vois, quand le week-end, tu l'appelles, est-ce qu'il répond, machin? Enfin, tu vois, t'as plein de signaux faibles. Et derrière, quand il commence à exécuter et à faire son POC, ce qu'on appelle la preuve de concept, sa proof of concept, là, tu vas voir si les clients sont prêts à acheter, tu vas voir s'il y a du repeat, tu vas voir si le chiffre d'affaires il monte et que le coût d'acquisition n'est pas trop cher, si la lifetime value elle est saine ou pas pour te créer des cohortes financières qui sont respectables. Et là, du coup, tu peux te positionner et réussir avec ce qu'on appelle des magic numbers, quoi. C'est-à-dire, tu vois, il y a des ratios à étudier, à te dire, ouais, cette boîte, elle a une croissance qui est saine. Quand tu la recoupes avec la LTV, que tu le compares au CAC, ça marche bien. Et on a comme ça des sortes de statistiques à suivre qui nous permettent de jauger, surtout quand c'est de l'ARR. Donc, tu vois que c'est du revenu récurrent. ARR, c'est du revenu annuel récurrent. Et MRR, c'est du revenu récurrent mensuel. On arrive à projeter les valorisations. Et comme on sait combien les fonds d'investissement sont prêts à payer ce genre de chiffres, on peut se positionner, tu vois, et savoir s'il faut remettre au pot. Donc, pour nous, les startups, c'est encore plus simple, je dirais, qu'une crypto où concrètement tu as une infinité de tokens quasiment parfois et tu as une supply, tu vois, qui est pas du tout logique. Donc comment tu veux valoriser la boîte vu qu'il y a une infinité de tokenomics, etc. Donc au final, on est quand même mieux loté quasiment que vous. Après, vous avez de l'analyse technique, des trucs que nous on n'a pas. Mais les startups, à force, tu commences à prendre l'habitude. Super intéressant. Je t'avoue que pourrait continuer à discuter longtemps de ça avec toi. Je pense que tu as l'émission dans pas longtemps, c'est ça, dans 10 minutes? Ouais, c'est ça, dans 10 minutes. Dans 10 minutes, j'aimerais conclure un petit peu cette interview qui a été vraiment super enrichissante. Je pense que tout le monde pourra le confirmer. Avec peut-être des questions, des abos. Je pense que maintenant, dans la crypto, les nouvelles boîtes, les nouvelles ICO, les trucs, il va y avoir beaucoup de contrôle sur la tokenomique. Je pense que maintenant, les airdrops, voilà, ça crée des pressions vendeuses. Donc, ce qui est beau dans le web 3, c'est que l'évolution est constante, en fait, et la remise en question est constante, et c'est ça qui rend les choses super intéressantes. Ouais, tu peux regarder les limited supply et compagnie. Moi, c'est ce que je faisais dès le début, tu vois, quand on me parlait, quand on me proposait un projet, j'allais creuser les tokenomics, tu vois, les white papers et compagnie. C'était chiant à lire, personne veut le faire, mais c'est là que t'as l'information, et tu peux voir la création de valeur, tu vois. Je préférais toujours, évidemment, quand il y avait pas beaucoup de tokens, dans le sens où ça me permettait de pouvoir faire mes calculs facilement, de me dire, bon, un jour, s'il y a X milliers d'utilisateurs, ça veut dire que vu qu'il n'y a pas beaucoup de tokens, le prix va forcément monter, etc. Mais surtout, pour moi, l'analyse fondamentale que je ferais en tant qu'investisseur, on va dire, habitué à la prise d'equity, donc tu vois, c'est vraiment, moi, je prends des pourcentages de la boîte, c'est regarder combien a fait de chiffre d'affaires factuellement, tu vois, et combien elle déclenche de revenus, alors que ce soit en fiat ou en crypto, peu importe. Mais moi, j'ai besoin de voir la traction qu'il va y avoir. Est-ce que les clients, ils utilisent le produit? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce qu'il crée de la valeur? Vraiment, à un moment, à part dans un bull run où tu vois, bon, c'est n'importe quoi, mais quand tu es dans un marché normal, ce qu'il faut, c'est réussir à résoudre des problèmes, réussir à apporter un produit que les gens sont prêts à payer, sont prêts à utiliser, qui les aide au quotidien. Et donc du coup, moi je suis très product oriented, je veux comprendre à quoi ça sert, et c'est ce que j'aime dans les boîtes où j'ai investi. Il y a toujours cette notion de c'est un business réel, c'est un business concret, et c'est pas que du FOMO, tu vois, c'est pas que de la hype où tu te dis tu vois, par exemple Blast, j'aurais pu vendre des NFT en mode un peu en mode Gary V, quoi, tu vois, ce que Gary V avait fait avec VeeFriends. Ouais, vous achetez des NFT, ok, vous allez avoir 3 conférences, machin. Mais ça, tu vois, pour moi, c'est trop basé sur de la hype, du FOMO. Il faut un sous-jacent. Il faut quelque chose de solide. Il faut que tu puisses proposer. Évidemment, à côté de ça, tu fais une communauté, tu fais un système de club où tu vas créer de la valeur en faisant des événements, des cadeaux, on va faire des rencontres, on fait des visios chaque mois pour débriefer des actualités, etc. Mais il y a un fondamental, c'est vous allez investir votre oseille et pouvoir faire des multiples que vous ferez nulle part ailleurs, en tout cas dans le monde des startups. Donc tout ça, c'est en train d'évoluer. Il y a une courbe dans tous les cas de l'innovation qui est assez classique. Hein. Tu as l'explosion du départ. Là, tu es dans le moment où plus personne n'y croit, mais ça va se structurer. Les vrais geeks, les vrais lovers du Web3 vont continuer à développer ça dans leur appart. Et quand le cycle haussier va revenir parce qu'il va revenir,
on aura des produits sains. D'ailleurs, nous, on investit dans le Web3, donc on fait pas tout ce qui est token, etc. Mais si vous avez des projets en equity, vous pouvez nous envoyer les decks, deck@blast.club, et on a des analystes qui regarderont ça avec attention. Super, c'était une des questions d'ailleurs. Pas mal de questions intéressantes. Pourquoi tu es aussi dur avec les membres du coup, est-ce que c'est pour leur faire comprendre la réalité de l'entrepreneuriat? Ouais, je pense que, tu vois, moi je suis pas là pour raconter des histoires. Il y a beaucoup trop de gens sur qui veut être mon associé qui pensent que, tu vois, c'est en disant vous êtes beau, vous êtes fort, vous allez y arriver, que tu aides les entrepreneurs. La réalité, c'est que il y en a beaucoup qui vont échouer, 9 sur 10, si tu prends les stats des startups. Et notre métier, c'est pas de les cajoler, c'est pas d'être des psychologues, c'est plutôt de leur dire attention, ton business doit pivoter, parce que des mecs comme toi ou des nanas comme toi, j'en ai vu 15 passer dans mon bureau avec le même projet et les 15 se sont plantés. Donc à part si t'es Einstein et que tu fais tout différemment, ton projet il va planter parce que ton business model, quand tu le mets sur Excel, juste il marche pas. Il y a des projets parfois sur Kevma que j'aide hors émission, parce que tu vois aussi c'est la télé, donc on va te garder les 2 minutes où t'as été un peu fort, parce que moi c'est vrai que j'ai le rôle un peu du perturbateur, tu vois, donc les autres sont très dans la bienveillance, tout est beau, le monde est gentil, et les ours ils volent, machin, les bonbons. Ouais, moi je suis là pour aller au carton, et donc je leur dis ce que je pense, mais toujours dans le respect, parce que en réalité un entrepreneur c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration, et donc mon but c'est pas de lui détruire son rêve, c'est simplement de lui dire plutôt que de perdre 2 ans à faire un projet où tu vas pas gagner d'oseille, où tu vas te mettre mal, où tu vas faire un trou dans ton CV, viens, on réfléchit ensemble à ce que tu peux faire. Et donc forcément, tu vois, parfois pour mettre un électrochoc, faut y aller un peu sec. Honnêtement, je trouve qu'il y a rien de traumatisant. Si les gens regardent Shark Tank, qui est l'équivalent aux US, mais genre les Français ils pleureraient quoi. Les mecs aux US ils lui disent t'es une merde, t'y arriveras jamais, et remercie-moi de t'avoir dit que t'étais une merde. C'est vraiment incroyable, ça n'a rien à voir. Je vois le genre. Super intéressant. Non mais en plus c'est vrai qu'on va pas se mentir, le rôle du média c'est de créer un petit peu le buzz, voilà, de créer des étiquettes. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, enfin en début d'émission, avec la stigmatisation. Et c'est vrai que maintenant c'est un petit, moi je trouve que c'est un peu un fléau sociétal, cette stigmatisation, qui fait que derrière à chaque fois il y a des rôles, des casquettes, etc. et qui sont pas toujours vrais, alors que finalement, ok, t'es franc, mais est-ce que ça veut dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire aussi? Je veux dire, moi, je préfère quand on me parle franchement, plutôt que quand on tourne autour du pot pour me dire qu'en fait, finalement, ce que je fais, c'est de la merde. Donc, non, mais t'as raison, et tu vois, il y en a plein qui pensent qu'on est dur, qu'on est méchant, alors que, honnêtement, et tous ceux qui me connaissent à Paris dans l'écosystème pourront le confirmer, ceux qui me connaissent vraiment, je passe un temps fou à aider les jeunes, tu vois, qui passent sur le programme, qui me recontactent après et qui me disent est-ce qu'on peut se faire un workshop, est-ce qu'on peut se faire ça. Donc faut jamais s'arrêter effectivement à cette casquette, et si tu veux c'est toujours très facile de taper, tu vois, en disant de mettre les gens dans des cases. Moi je pense que les gens ont différentes facettes et qu'il faut apprendre à les connaître, qu'il faut pas tomber dans la jalousie, faut pas être un rageux, faut pas être un hater, faut juste se concentrer sur sa vie, essayer de se faire kiffer. Et en fait, les gens qui sont heureux et qui sont passionnés par ce qu'ils font, ils ont pas le temps, si tu veux, d'aller sur Twitter dire que je suis un gros blaireau, ou que je suis moche, ou que je suis con, ou que je suis pauvre, ou que je sais pas quoi, tu vois. Vraiment, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est agréable de partager du coup autant de valeur. Il est 21h, donc l'émission débute. Je sais pas si tu as quelque chose à dire. Merci pour l'invitation. Bravo pour ce que vous faites tous, parce que ça montre que vous êtes dans un état d'esprit déjà de dépassement. Ça veut dire que sur votre temps personnel, vous essayez de vous former, vous essayez d'apprendre, vous essayez de faire plus, et c'est déjà quelque chose de très rare, parce que l'humain globalement est médiocre, tu vois, si on est très direct, et donc vous êtes en train de vous démarquer de la moyenne, et ce qui est incroyable c'est qu'il suffit de pas faire grand chose pour s'en démarquer, que ce soit dans l'oseille, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le mode de vie qui est sain. Et donc bravo d'avoir cette motivation, je trouve ça très cool, j'adore voir la jeunesse motivée, et le Web3 je pense c'est le meilleur exemple. Jamais vu autant de jeunes qui ont parfois 18, 19 ans, lancé des projets, essayé, échoué, recommencer, se relever, et qui symbolise parfaitement la phrase qui dit que un winner c'est simplement un loser qui a essayé une fois de plus, et c'est ce qu'on observe. Et donc cette période un peu compliquée, je pense que c'est une opportunité exceptionnelle, et moi c'est ce que je fais avec Blast, de dispatcher un maximum d'argent pendant que le marché ne veut plus y aller, parce que tu peux négocier les prix à la baisse, tu peux avoir des super valorisations, et quand le cycle aussi reviendra, on retombera dans le même FOMO, la même hype. Et c'est Warren Buffett qui disait, quand mon chauffeur de taxi me parle d'une action,
c'est que c'est le moment de la vendre. Bon, bah, c'est exactement ça. Et donc, quand tout le monde se réemballera, nous, on prendra nos plus-values et on vendra au son du clairon. Donc, écoute, bravo à tous et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Ceux qui vont réussir à le faire, parce qu'encore une fois, moi, par exemple, parce que j'ai quand même fait tout le bull run et en novembre, du coup, j'ai senti que ce nouveau sommet sur le Bitcoin n'était pas bon du tout. Et c'est vrai qu'en fait, l'audience est assez intéressant. Enfin, l'audience grand public, c'est-à-dire pas l'audience qui font partie de ma communauté, plus voilà la foule, on dirait, m'insultait parce que je revendais des bitcoins à 65 000 et on me disait mais t'es un malade, ça va à 100 000. Et de la même façon qu'on t'insulte quand tu achètes du bitcoin à 15 ou 16K et on te dit non mais ça va pas, c'est pas du tout le moment et donc moi à chaque fois ce que je souhaite à tous ceux qui me suivent c'est d'avoir la présence d'esprit de pas tomber dans les idées de foule et d'arriver voilà à se dire ok on a fait de l'argent maintenant on passe à autre chose, on attend le prochain cycle, voilà et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui coûte énormément comme tu l'as dit aux gens, la sortie est très 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 complexe à assurer. En tout cas merci Anthony. Merci à vous, c'était trop cool d'avoir eu. Franchement, j'ai passé un super moment. Je pense que tout le monde sera d'accord. Et nous, on va enchaîner avec une petite analyse de marché, du coup. Allez, voilà. Je vous laisse. C'était une super soirée. Merci à vous et bon courage pour la suite. Explosez tout. Merci à toi. Ciao.